En Côte d'Ivoire, on en avait une, ainsi de suite. Et on se dit, au bout de 2 ans, nous organisons un congrès général pour avoir une coordination de la société, donc des Congolais de l'étranger en tant que tel. Et nous pourrons peser, parce que nous sommes plusieurs centaines de milliers. Et si nous sommes organisés, nous serons une force. Et en ce moment-là, nous aurons un interlocuteur qui nous entendra. Alors, comment en êtes-vous arrivé à aller vous faire une réunion formelle à Blankenberg? Mais voilà, justement, cela a alerté ceux qui pouvaient avoir d'autres agendas. Pendant qu'on faisait ce travail, tout d'un coup, je crois que ça vient de la section de France, à la tête de laquelle se trouvait le professeur Chiembe. Oui, qui tout d'un coup, ils convoquent. Je ne vais pas entrer dans ces détails. En tout cas, à un moment donné, ils décident que cette histoire d'attendre 2 ans pour avoir un congrès, avoir une coordination, c'est trop, il faut faire vite. Donc, ils ignorent la structure provisoire qui avait été mise pour tout mettre en place, pour élaborer les statuts, les documents, etc. Ils disent non, il faut aller vite. Et c'est là qu'ils convoquent une rencontre à Blankenberg. Mais là, c'est un endroit quand même luxueux. C'est un endroit. J'ai cru comprendre que c'était un balbutiement. Au début, il n'y avait pas encore de moyens. Il y avait beaucoup d'étudiants. Vous vous déplaciez des fois avec vos moyens. Comment pouvez-vous organiser un tel forum dans un endroit aussi luxueux que Blankenberg en Belgique? Je ne vous le fais pas dire. La plage juste devant. Je ne vous le fais pas dire. Mais il y a eu une première tentative d'organiser cette chose-là avant Blankenberg. Il y a eu une tentative d'organiser ça, une rencontre comme cela, je crois que c'était en Allemagne. Parce qu'il y avait aussi d'autres têtes de pont qui étaient dans ce jeu-là. Je ne vais pas citer tout le monde. Mon frère Bafoua pourra donner les détails. Apparemment, il les a donnés. À tout ça, je ne sais pas quelle est son interprétation, mais il était une pièce maîtresse dans toutes ces choses. Et nous, et moi étant président provisoire, je tenais à le dire, de la FCE, pendant que nous attendions d'avoir toutes les sections de base et tout ça, un jour nous sommes convoqués à une conférence quelque part en Allemagne, à laquelle conférence était convié le ministre des Affaires étrangères, qui était commandant à Kinshasa à l'époque, toute une série de personnes. Et à cette époque-là, c'était un foutoir terrible. C'est dans les suites de la conférence nationale, des luttes pour le pouvoir, etc. Et puis, à l'Est, la rébellion, les Kabylistes, les Kabylas s'étaient réveillés, les choses étaient très chaudes. Et nous avons fait en sorte de faire échouer cette rencontre qui devait avoir lieu en Allemagne. Bon, il y a eu des polémiques qui sont documentées, tout ça est documenté, et voilà, nous apprenons que finalement, ceux qui ont décidé de s'emparer de la direction de la FCE convoquent une réunion à Blankenberg. Et moi, je suis venu de Côte d'Ivoire où j'étais en poste, et je dois reconnaître que j'étais gravement malade. Je suis venu à Blankenberg, mais avec quelques amis proches avec qui on partageait quelques idées. Je passe les détails, mais je vous dirai qu'à l'époque où nous sommes à Blankenberg, nous savions, par d'autres voies, moi je voyageais, on pouvait avoir d'autres contacts, on savait que les choses étaient en train de tourner définitivement dans l'est du pays. Kabila était en train de se préparer pour d'arriver. Voilà. Et ceux qui étaient à Blankenberg, il y a eu beaucoup de micmac.
je suis monté personnellement à la tribune pour parler de moi. J'ai dit l'histoire qui nous avait amené à cela. Et nous avions les comptes rendus, les verbatims de tout ça. Notre groupe avait assuré les comptes rendus de tout le reste. J'ai expliqué pourquoi nous ne devions pas trahir cet idéal, ne pas entrer dans la politique comme ça. Et l'une des idées maîtresses était de dire nous devons nous organiser sans nous coller à l'agenda politique au Congo. Une fois que nous serons organisés, nous pourrons faire ça. Mais le préalable, c'est que nous soyons bien organisés. Mais là, on avait affaire à des gens qui voulaient tout de suite coller à l'actualité politique. Mais en fait, le loup avait déjà son entrée dans la bergerie. Et beaucoup de gens, il y avait des gens de bonne foi. Je ne sais pas si Bafwa était de bonne foi, si Tchiembe était de bonne foi, si tel ou tel était de bonne foi ou non. Mais... Est-ce que les professeurs de Likan Bokolo étaient parmi? Écoutez, la suite qui vient dans 2 secondes. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, je représente ma candidature pour terminer le travail qu'on avait commencé. Il y a eu un micmac terrible. On est allé chercher Likan Bokolo, qui n'avait jamais participé, ni de près ni de loin, à ce travail d'organisation de la diaspora en tant que tel. Il avait un groupe de réflexion en tant que tel à Paris et tout ça, mais il ne se mêlait pas beaucoup de ces choses qui étaient assez visibles. Et on est allé chercher Likan Bokolo pour le désigner président de la diaspora. Nous nous sommes séparés là-dessus. Nous avons emporté tous les procès-verbaux de toute l'histoire de la FCE jusque-là. Nous sommes partis avec. Et plus tard, nous apprendrons, les autres peuvent démentir, il y a des gens qui étaient de bonne foi, il y avait une main politique de Kinshasa. Je vais m'abstenir de citer des noms. Mais il y avait une lutte de pouvoir entre les Kengo qui voulaient prendre la place de Mobutu tout en étant dans le moboutisme, à peu près les choses qui se passent actuellement. Mais voilà, je crois que ces gens-là, des politiciens de Kinshasa, avaient sponsorisé cette histoire. Et Likan Bokolo a été mis sur le trône de la FCE, dont il ne connaissait pas l'origine. Moi, étant parmi les initiateurs, le baptême et tout ça, même quand nous avions tenu des réunions à Paris, il n'en était jamais, mais il s'est retrouvé à Blankenberg, à la tête de la FCE. Et après, la FCE est morte désablement. Elle n'est pas morte, elle a commencé à mourir avec l'arrivée de Kabila au pouvoir, plus rien. Donc sous le règne de mon frère Likan Bokolo, il ne s'est plus rien passé. Bon, il s'est passé ce que vous allez voir qui se passe maintenant. Les Congolais ont commencé à dire non mais quand même il faut qu'on ait quelque chose, il faut qu'on organise ceci. Il y en a qui ont commencé à se réveiller. Le mouvement a repris. Et à Paris, un jour, je suis invité, et là, nous sommes pratiquement en 2002. Donc, presque 6 ans après, 5 ou 6 ans après Blankenberg. Et Likan Bokolo est invité, même ici, à Genève, dans le grand amphi. On lui dit, mais, et la FCE, tout ça, on ne vous voit pas, on n'entend plus rien, c'est quoi ça? Il dit, mais vous savez, moi je ne peux pas tout faire, et j'ai mes gens, c'est eux qui devaient s'occuper de ça, voilà. Donc, elle était morte de sa belle mort, et Likan ne s'est pas impliqué plus que ça. Alors, l'activisme politique continuant, un jour, la section de Paris, Tchiembe, convoque une réunion, donc plus de 5 ans ou 6 ans après. Et je suis invité aussi à cette histoire-là, avec d'autres.
Nous arrivons, on dit, bon, il faut que nous nous organisions. On fait semblant d'oublier tout ce qui s'était passé jusqu'à Blankenberg. Et nous étions quelques-uns à poser la question, dire, mais attendez, mais nous avions fait ce qu'il fallait faire. Il y a eu Blankenberg, et puis depuis Blankenberg, maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Maintenant, si nous voulons faire quelque chose, recommençons à la base. Et voilà que je me retrouve, en tenant ce discours, avec d'autres quand même qui défendaient le même point de vue, je me retrouve désigné, encore une fois, à la tête pour refaire, pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Et on reprend le travail. On élabore des documents en tenant compte de toutes les contradictions, etc. Et on met à disposition tout ce qu'il fallait mettre à disposition à partir des groupes de réflexion qui eux, étaient engagés sérieusement. Et là, ça s'est déclenché une polémique, des insultes publiques et des choses comme ça. Un jour, je suis à Kinshasa, j'apprends qu'il y a la section de la FCE, c'est à Kinshasa, des gens m'approchent, je dis mais la FCE, c'est nous ici. Entre-temps, un pont très fleuri est établi entre la FCE ici et, la FCE de Kinshasa. Et le pouvoir à Kinshasa. Ouais. Et donc, comme ça, cette belle structure qui avait été bien élaborée, et si vous voyez les documents, etc., a été, mise à la disposition du pouvoir à Kinshasa. Et la nature ayant horreur du vide, ouais. Les combattants, nouvelles formules vont naître. Exactement. En ce moment, le débat qui est posé, et je me réjouis de voir que mon frère Bafwa est très engagé dans le combat d'organisation de la diaspora congolaise. Hein? Et il y a quand même un monsieur Bernard Katompa qui a créé le mouvement des indignés congolais, qui essaie aussi de structurer les combats d'une certaine façon. Il y a l'Union des Congolais de la diaspora avec François Mboukou en France. Je pense qu'il y a des initiatives qui commencent à naître de part et d'autre. Avec un peu de temps, on verra ce que ça va donner. Alors, pour terminer cette émission, je m'en vais vous poser quelques questions d'actualité et on va y répondre un peu brièvement. Quand je regarde le phénomène politique, on en a très largement parlé, Tshisekedi, il y a des ratés dans la machine. Oui. Vous l'avez reçu, vous l'avez reçu chez vous à la maison, donc c'est quelqu'un que vous connaissez à fond. Si on vous demandait de lui prodiguer un conseil ou de faire un diagnostic bref de ce qui a raté dans la machine, que diriez-vous? Là, je pose la question à quelqu'un qui le connaît, je pose la question à quelqu'un qui a une expérience professionnelle, je pose la question à un intellectuel. S'il y a un conseil à lui prodiguer, que lui diriez-vous, par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas marché, au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la confiance dans ses collaborateurs. Mais pour cela, il faut savoir les sélectionner en fonction d'un certain nombre de critères. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne dire « Bon, voilà, moi je suis pour l'UDPS, pour telle ou telle raison, on le prend tout d'un coup parce qu'il montre beaucoup d'enthousiasme. À un moment donné, on le met au cœur de la machine. Et puis quand on est face à des situations où il faut avoir une bonne analyse politique, ou ceci, cela, on lui demande tout simplement d'être fidèle au chef, sans voir exactement qu'est-ce qu'il propose. Le chef doit être là pour trancher éventuellement. C'est pas lui qui doit détenir la vérité suprême. Il est premier parmi les autres. Mais à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc je crois la sélection de ses collaborateurs en fonction de leur capacité, de réflexion intellectuelle, d'engagement moral,
c'est-à-dire de résistance à la corruption éventuelle. Donc la capacité d'analyser les mouvements de fond qui sont dans la société. Si il peut faire confiance à une équipe dans ce sens-là, eh bien, je crois que les choses peuvent évoluer positivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'époque? Tous ces politiciens d'avant 1960? Je sais même pas où il est. Voilà. Le problème, est-ce qu'il n'est pas aussi un problème d'époque? Tous ces politiciens d'avant 1960, oui. Sont-ils adaptés? Sont-ils capables de faire face aux enjeux d'un monde qui évolue assez vite, d'un monde, je veux dire, plus moderne? La capacité, c'est quelque chose qui s'acquiert. On ne naît pas avec. Parce que on peut prendre les gens de cette époque-là, je dirais effectivement pour répondre facilement que non, ils ne sont plus adaptés. Sinon, ils l'auraient démontré d'une certaine façon. Face à des enjeux, à des périodes différentes. Mais ce serait trop facile parce que il y a des gens de l'époque actuelle, beaucoup de jeunes. Regardez la cohorte de tous ces gens qui ont rejoint Kabila. Kabila Laurent. Regardez la cohorte de tous ceux qui entourent le président actuel. On peut l'accuser de tous les maux que l'on veut, mais l'entourage là, tous ces docteurs en philosophie, en sciences politiques, en droit, tous ces gens-là, ils ne sont pas plus valables que les gens de la génération d'avant. Il est vrai que les gens de la génération d'avant ont continué à traîner, une espèce de complexe par rapport au colonialisme. Un complexe qui faisait que, et qui continue à faire, même s'ils sont déjà très très âgés, qui continue à faire en sorte que quand on est devant des enjeux terribles, le président Tshisekedi dit de temps en temps, presque comme une boutade, vous n'avez qu'à... Mais ces gens-là qui ont mis le petit au pouvoir, ils n'ont qu'à venir le prendre, et puis nous aurons l'impérium pour faire ça. Mais non, ça ne se donne pas. Donc c'est comme si on s'attend toujours à ce que l'étranger, les puissances étrangères soient partie prenante dans la distribution des éléments du pouvoir chez nous. Ça, c'est une faute grave. Si on dit ça aux gens, je pense que s'ils m'entendent, ils vont m'en vouloir de dire ce genre de choses. Mais c'est un constat objectif. Il faut dépasser cela. Les pouvoirs étrangers, les puissances étrangères qui sont influentes chez nous, nous devons nous organiser pour les influencer et ne pas attendre qu'eux viennent distribuer le pouvoir parmi les acteurs nationaux. Ça, je crois que c'est un très grand handicap. Et l'autre question d'actualité, c'est que dans un avenir proche, comment voyez-vous l'avenir du pays? C'est un avenir qui est très, j'allais dire, c'est chaotique, mais je dis c'est un crève-cœur. Parce que depuis plusieurs années, que ce soit sous le régime Mobutu, qui était tout puissant, on a vu qu'il n'y a pas de puissance éternelle en matière politique, tant qu'on ne répond pas aux attentes du peuple. Il est passé, malgré toute sa puissance. Kabila a pensé qu'il pouvait manipuler les uns et les autres. Il est passé comme il a pu passer. Nous avons le président actuel. Il est dans une période de turbulence. Nous ne savons pas dans quelle mesure, en tout cas il y a une controverse là-dessus, sur les tenants du pouvoir, la distribution du pouvoir, avec des compatriotes dont certains sont d'origine étrangère, qui ne font pas allégeance à l'État et à la nation congolaise, mais qui font allégeance à des puissances étrangères. J'ai toujours dit, avec notre jeune président, quand il est arrivé au pouvoir, quelles que soient ses origines,
quel que soit son niveau, quelles que soient ses fidélités d'avant, ou sa loyauté par rapport à n'importe qui. Mais il reçoit presque sur un plateau d'argent un trésor comme ce pays qui est le nôtre. Mais il devrait tout faire, mourir pour ce pays-là, plutôt que de se compromettre un seul instant avec des pays qui, de toute façon, ne vaincront pas le Congo. Parce que le peuple congolais, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 50 ans. Le pays peut s'agrandir, se rétrécir et tout ça, mais il existe un cœur de la nation congolaise. Et celui-là, même dans 1000 ans, il a de quoi résister. Il va toujours se régénérer et se reconstituer. Il faut lire l'histoire des autres peuples. Et je crois que actuellement, on est dans une période de turbulence. Comme les différentes autorités politiques, non seulement celles qui gouvernent, mais celles qui sont dans l'opposition, n'ont pas donné l'impression de répondre aux attentes du peuple, par la logique de l'histoire, ils seront balayés. Il faut tout faire pour que ce ne soit pas dans l'anarchie, mais que ça se fasse d'une manière le moins coûteuse possible. Alors, on va faire un atterrissage en douce. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de l'Université populaire africaine que vous avez créée à Genève. C'est quoi l'Université populaire africaine en résumé? L'Université populaire africaine est quelque chose qui... mais c'est vraiment... de même que la situation dans notre pays est un crève-cœur pour chaque citoyen congolais et chaque citoyen africain, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. C'est vraiment un crève-cœur. De même, nous réfléchissons à long terme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sur le fond, à part les jeux politiques, etc. Nous disons que les Congolais doivent se réapproprier leur identité de départ. Si cette identité est floue, ils peuvent puiser dans leur histoire pour la reconstituer et l'enrichir. Et quand je parle des Congolais, l'Université populaire africaine n'est pas congolaise, elle est africaine. Nous disons que cet enjeu-là concerne toute l'Afrique. Et dans toutes les études qui ont été faites, dans nos engagements militants, nous savons que nous sommes dominés par le pouvoir colonial, néocolonial, depuis la colonisation et tous les épisodes Mobutu et tout ce que nous vivons actuel, c'est la colonisation. Et le point le plus sensible de cette colonisation, c'est la colonisation mentale. On en est arrivé à convaincre nos peuples que nous ne sommes rien sans nous référer à ce qui se fait ailleurs. Nous voulons explorer et autres qui existent en Afrique, qui sont dans les universités, qui sont ailleurs. Nous voudrions, remettre en exergue les valeurs fondamentales de ce qu'on peut appeler la civilisation africaine. Tenez, lorsqu'on considère ces choses-là sous cet angle-là, on regarde et il y a des gens, des nationalistes, des panafricanistes qui ont réfléchi là-dessus. En Afrique du Sud, c'est devenu même une grande théorie qui est enseignée à l'université. Depuis l'Afrique du Sud, et dans toute l'Afrique, jusqu'au sud du Sahara, on a à peu près une culture, une base civilisationnelle commune. Oui. C'est ce qu'on appelle maintenant l'Ubuntu. Oui. Dans n'importe quelle langue, rien qu'au Congo, le Ntu, le radical Ntu. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est comme ça, qui compose un mot, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie, le respect de l'autre. C'est pour cela que nous disons, vous trouverez presque nulle part dans les développements historiques de l'Afrique, des Africains qui se génocident, un peuple qui va génocider un autre. Non,
on intègre. Il y a des atrocités, certes, mais à partir de la même conception de la vie, qui veut dire, par exemple, tu es toi parce que je suis parce que tu es. Oui. Sans toi, je ne suis pas. Oui, oui, la base même de la solidarité africaine. C'est ça l'Ubuntu. Et nous disons, nous devons décliner ça, enseigner ça pour revenir aux valeurs fondamentales. Et lorsqu'on se réfère à ça, on a, même en cas de conflit, et ça s'est passé au Congo, on a des références de chez nous plutôt que des médiations basées sur le droit étranger, qui peut être en plus. Donc nous avons créé cette université pour faire en sorte que nous ne perdions pas les bases de notre philosophie. Et lorsqu'on vit à l'étranger, c'est encore plus dramatique, parce que les enfants qui naissent ici, qui ont des enfants aussi ici, moi maintenant je suis grand-père, je regarde mes enfants, mes petits-enfants, je ne voudrais pas qu'ils n'aient pour seule référence que tous ces éléments de civilisation en décadence dans lesquels nous vivons ici. Il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Mais tandis que nous pouvons avoir une régénérescence chez nous, mais sans nécessairement rejeter ce que les autres nous apportent. Voilà, nous avons créé cette université pour avoir des échanges sur la base de ce que nous sommes fondamentalement. Et je crois que, en tant que Congolais, mon rêve, c'est de retourner, aller faire cette université populaire un peu partout dans notre pays. Parce que lorsque on enseigne ces bases, le principe même de l'université populaire, c'est qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'âge. Nous avons des conférences de type universitaire ou post-universitaire, mais nous avons des échanges pour des enfants ici, pour apprendre le lingala, le wolof, l'arabe, etc., aux parents qui veulent bien que leurs enfants ne perdent pas leurs racines. Nous discutons des affaires politiques des différents pays. Nous avons proposé, et je veux vous dire une chose qui va hérisser beaucoup de nos compatriotes, parce que, souvent, on peut comprendre dans l'indignation, comme vous avez vu à la conférence hier, nous avons un pays voisin qui est chouchouté par la communauté internationale, etc. Nous avons élaboré tout un programme. On nous dit un programme de formation pour mettre la culture et les civilisations africaines au centre des valeurs sur lesquelles nous devons nous fonder, même pour élaborer de nouvelles institutions. Et voilà, dans nos analyses, nous avons dit, notamment, que l'idée même du génocide ne peut pas subvenir. Et comme c'est arrivé dans un pays comme celui-là, il faut que les gens puissent se référer à leur culture de base. Et ils vont voir qu'ils ne pouvaient pas se génocider comme cela. Donc, d'où maintenant, il faut introduire l'enseignement des valeurs africaines depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Et quand nous avons élaboré ce programme, on en a discuté avec les uns et les autres, nous avons eu un financement de la part de l'UNESCO et de quelques fondations privées pour dire, parce qu'ils chouchoutent le Rwanda, tiens, ça correspond bien au Rwanda. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Nous avons élaboré ce programme. Et nous sommes allés, le gouvernement rwandais a accepté de mettre en pratique cela. À l'université populaire, nous avons mobilisé toutes les intelligences. Et il y a beaucoup d'intelligences congolaises là-dedans pour élaborer des manuels de formation. Nous avons formé des maîtres, des inspecteurs d'enseignement, à tous les niveaux et avec des manuels que nous avons élaborés. Et le gouvernement rwandais, après la formation de toutes ces choses, a accepté d'introduire ces éléments
comme élément de politique nationale d'éducation nationale. Alors, normalement, on devrait clôturer là, mais je ne puis m'empêcher d'enchaîner avec la dernière question par rapport à ce que vous venez de dire. On a remarqué, lorsqu'on regarde la géopolitique interne du Congo, on a remarqué qu'il y a toujours deux choses. D'abord, une tendance à la sécession de la province du Katanga. Vous qui connaissez assez bien cette province, comment pouvez-vous expliquer ça sociologiquement? Pendant qu'on cherche à créer une nation, le pays est faible, il y a toujours une province, une généralisation abusive, qu'on me pardonne, qui a toujours tendance à se détacher. Comment pouvez-vous expliquer très brièvement ce phénomène? Très brièvement, je peux dire que ce sont des manipulations politiciennes, de la part des politiciens congolais eux-mêmes, genre Kyungwa Kumwanza et quelques autres, plus des forces étrangères qui les manipulent pour des intérêts purement matériels. Je rigole souvent quand on dit « Ah, les Katangais, ceci ». Est-ce qu'il existe un peuple katangais? Ça n'existe pas. C'est ça déjà la première question. Il n'existe pas un peuple katangais. Le Katanga est une province. Et la première ethnie qui a été la plus forte dans la revendication de la sécession katangaise en 60, la sécession katangaise a été proclamée par les Belges. Et à l'époque, historiquement, c'est prouvé, nous le savions déjà à l'époque, l'objectif c'était de détacher le Katanga pour l'attacher à la Rhodésie et à l'Afrique du Sud. Donc, à ce niveau-là, il n'était pas encore question de l'indépendance radicale comme Lumumba le voulait. Donc, on voulait détacher cela en tant que tel. C'est en ce moment-là qu'on a créé le mythe du Katanga. Et maintenant, lorsqu'on parle, les plus grands gueulards par rapport à l'indépendance du Katanga, je suis prêt à en défier plus d'un. Ce sont des gens qui disent être des Baluba du Katanga, donc Kyungwa Kumwanza et des gens de ce genre. Mais en 60, au moment de l'indépendance, ils étaient dans des camps de réfugiés avec les Baluba du Kasaï, avec des gens originaires d'autres provinces. Ils étaient dans des camps de l'ONU parce qu'ils étaient avec Nsendwe des combattants nationalistes. Ils étaient dans le cartel nationaliste. Pendant que les Belges étaient en train de manipuler une minorité et en se basant sur quelqu'un d'origine étrangère, c'est-à-dire les Bayékés, dont l'origine au 19e siècle, et c'est pas plus loin que ça, et ce sont des Banyamwezi qui sont venus de Tanzanie, qui sont venus par la conquête jusqu'au Katanga. C'est eux qui étaient la cheville ouvrière de la sécession du Katanga. Les Lunda, dont était Tchombe, qui était aussi dans ce mouvement. Mais c'est un peuple, certes katangais, mais il est aussi bien en Angola qu'en Zambie, etc. Mais face à eux, il y avait par exemple les Tchokwe qui étaient du côté nationaliste, mais dont une partie dans ces manipulations ont commencé à parler du Katanga. Le Katanga sécessionniste, c'est une création belge au départ, et dans tout ce qui est en train de se passer actuellement, enfin depuis ces dernières années, c'est de la fumisterie, ça ne correspond à rien, et d'ailleurs ce qu'on appelle les Katangais entre eux, ils ne peuvent plus être d'accord parce que certains disent que non, en fait, ils ont toujours vécu en paix avec les populations venant d'ailleurs, parce que le Katanga, en tant que région, était une région sous-peuplée, avec des organisations ethniques qui correspondaient à la sous-population. Il a fallu importer la main-d'œuvre de différentes régions, du Kasaï, du Rwanda, du Burundi, etc. Et tous ces gens ont toujours vécu en bonne intelligence jusqu'au moment où les Belges ont commencé à créer cette histoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Et là aussi, ça devient tellement intéressant que j'ajoute encore une dernière question.
c'est peut-être un mythe, je ne sais pas. Mais dans ces pays, on a constaté qu'il y a un Mukongo qui a dirigé, c'était Joseph Kasavubu. Le 24 d'ailleurs, on va commémorer l'anniversaire de sa mort. Après, il y a eu un Mungala, Mobutu, qui a dirigé. Après, il y a eu deux Swahiliphones qui dirigent. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en disant c'est aussi au tour des Luba de montrer ce dont ils sont capables. Et quand on parle de Luba, on pense au Grand Kasaï. Oui. Que pensez-vous de ce genre de raisonnement? Je pense fermement que ce genre de propos est contre-indiqué par rapport à l'intérêt national. Il ne s'agit pas de se partager des tours, quelle que soit notre compétence ou notre incompétence, pour diriger le pays. Le pays se dirige sur la base d'une vision pour le pays, pour l'ensemble du pays, ainsi de suite. Je m'inscris totalement en faux contre cette approche-là. Et ça, moi, en tant que nationaliste congolais, je suis prêt à combattre toute idée qui consiste à se partager le pouvoir en fonction des origines ethniques. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas accepter. Si on accepte ça, c'est accepter la mort du pays. Et Lumumba, ouvrir la boîte de Pandore. Oui, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et Lumumba lui-même, qui a commis quelques erreurs au départ, à certains moments. Parce que à un moment donné, Lumumba, qui était un nationaliste, c'est un processus. Il n'est pas né nationaliste. À un moment donné, quand il a eu beaucoup de succès et que les portes du pouvoir s'ouvraient, les Batetela ont commencé à le revendiquer pour eux. Alors que là où il a prospéré le plus, ce n'était pas en territoire Batetela. Bon, et au moment où il a été trahi, on trouve beaucoup de Batetela dans son entourage. Dans la trahison de Lumumba. Les Baluba eux-mêmes, quand ils sont en train de parler, quand l'autre là qui s'était proclamé roi et puis empereur, etc., je ne sais pas s'il est toujours vivant, on l'entend. Tous ces gens-là, ils ont parlé. Le peuple Muluba est toujours là. Et qu'est-ce qu'ils font pour le peuple en question? Et on va s'arrêter au fait qu'il faut, pourvu qu'il soit Muluba ou qu'il soit Mukongo, mais si c'est un traître, c'est un traître. Donc, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette histoire-là. Et je termine par quelque chose que j'ai entendu hier soir qui m'a beaucoup fait plaisir, que les orateurs ont rappelé, en parlant du chanteur Corneille. Oui. Quand on lui demande, il dit, mais son père est Tutsi, sa mère est Hutu. Alors, on parle de génocide des Tutsis. Alors lui, il est génocidaire, ou il est génocidé, on ne sait pas trop. Alors, quand vous allez dans une région comme le Katanga, mais je défie quiconque de dire il est dans une famille où il n'y a pas des Katangais avec des Kasaïens, puisque ce sont des provinces contiguës, qui n'a pas un oncle ou un neveu ou un frère et tout ça qui est Kasaïen et tout le reste. C'est une absurdité. Et pour construire le Congo, voilà une des premières idées qu'il faut mettre hors tout ça. Mais si on organise le pouvoir localement, ceux qui sont dans une région, parce que là, il faudrait dire comment est-ce qu'on peut organiser le Congo aujourd'hui. Il y a des idées. Si dans une région, les gens qui sont là s'organisent, s'ils sont entre Baluba ou je ne sais pas quoi, ou entre Congo, ils s'organisent, ils ne s'organisent pas contre les autres, ils s'organisent pour être dans des situations meilleures. En ce moment-là, tout ce qui peut leur être apporté est bienvenu. Voilà, donc c'était une mine d'informations que nous avons débusquée à Genève. Et lorsque nous étions dans sa maison-musée, il nous a parlé au début des premières émissions qu'on a fait à Genève. Il nous a parlé de tout ce que son épouse a vécu, son compagnon de lutte, comme il l'appelle. Et en 10 minutes, Madame Malou nous a fait une démonstration, une observation qui m'a tellement impressionné que j'ai décidé, si Dieu nous prête vie,
de la tirer du silence où elle est, qu'elle vienne aussi nous partager ses connaissances, parce que c'est une dame, une intellectuelle, qui en sait beaucoup. Il faut aussi que les mamans prennent les devants, qu'elles ne soient pas toujours derrière ou qu'elles ne gardent pas les connaissances avec elles. Donc c'est sur cette note d'espoir que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Chaque fois que nous venons en Suisse, nous en apprenons beaucoup sur le Congo. Merci et au revoir. Merci à vous. Nous sommes toujours, et je connais quelques autres vieux qui sont toujours prêts à partager leur expérience, et c'est bien volontiers, parce que maintenant nous sommes en débat avec nos propres enfants et nos petits-enfants qui nous interpellent. Et puis si vous êtes éditeur et que vous avez des sous à mettre sur l'histoire du Congo, j'ai vu beaucoup de manuscrits chez lui qui ne demandent qu'à être publiés. Donc, si ces messages tombent entre de bonnes oreilles, entrez en contact avec votre site internet, par exemple NASFOR TV, dont l'adresse apparaît en bas de l'écran, et je pense qu'il y a des ouvrages à publier sur la politique du Congo et l'histoire politique du Congo. Merci, au revoir. Au revoir.